Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à, encore une fois, un scénario pour Delta Green que j'ai eu la chance de maîtriser et de terminer. Ça a pris pas mal de temps puisque c'est un scénario que j'ai maîtrisé en 2 fois sur 2 longues séances avec 6 mois d'intervalle. Donc c'est un drôle de scénario qui s'intitule Jack Frost. Donc Jack Frost, c'est un conte pour enfants qu'on retrouve dans pas mal de pays, qui est devenu par effet de cause, surtout aux États-Unis, un conte de Noël avec un monsieur qui se fait tuer et qui s'incarne dans un bonhomme de neige pour passer le dernier hiver avec ses enfants. C'est aussi un très mauvais film d'horreur que je me souviens avoir vu avec une jaquette holographique dans les vidéo stores quand j'étais gamin. Et c'est un des scénarios qui est proposé dans Delta Green, dans le supplément, la compilation de livres qui s'appelle Dead Drops, donc une compilation de scénarios pour Delta Green qui a quelques particularités. La première, c'est que ça se passe en 98, plus précisément sur la période du 22, 23, 24, 25 décembre 98. Et la seconde, c'est qu'on n'incarne pas des agents de Delta Green, mais on incarne des gens qui ont l'accréditation Pluto, qui sont plus ou moins liés à un des projets de Majective 12. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous encourage à consulter la première édition de Delta Green, donc l'original qui avait été publié en français chez Descartes, puisque dans le bon courant, le Zeitgeist des années 90, Majective 12 était le pendant méchant, on va dire, de Delta Green, à savoir une conspiration à l'intérieur du gouvernement américain qui avait pactisé en 47 avec les Greys. Donc les Greys sont des aliens, si vous lisez le bouquin, vous apercevez qu'ils sont plus que des aliens, qui ont fait un deal avec l'humanité en disant bah c'est simple, vous nous donnez des cobayes, et nous, en échange, on vous donne de la technologie que vous ne saurez pas forcément utiliser, mais ça, c'est pas leur problème. Ce qui fait qu'en fait, la majorité des technologies récentes, enfin une partie dans le monde de Data Green des technologies récentes, sont en fait d'origine MiGo, et modifiées contrôlées par cette espèce de conspiration qui porte le nom porte-manteau de Majective 12, mais en fait qui n'est pas vraiment, qui n'a pas de nom principal, il y a pas de, les gens ne se dénomment pas membres de la conspiration Majective 12, mais qui possède donc 12 différentes unités, chacune ayant sa spécificité, notamment le NRO, qui sont en gros les sombres crapus, les assassins dirigés par Adolf Lepus, qui sont un contre-espionnage dont la simple mission c'est d'effacer toutes les traces, et quand ils effacent des traces, c'est pas comme Delta Green, c'est qu'ils tuent tout le monde. Il y a différents éléments, il y a Blue Flag qui est notamment chargé de la récupération, c'est des parachutistes qui sont censés de la récupération d'artefacts aliens. Il y a Moondust qui elle est censée étudier et analyser les artefacts extraterrestres pour mieux les comprendre, et ainsi de suite. Donc, en tenant compte de ça, si vous avez lu la première édition, vous serez beaucoup plus au clair sur ce scénario qui demande quand même énormément de préparation. Je ne peux qu'insister là-dessus, c'est pas un scénario que vous ferez sous le pouce, c'est pas un scénario pour tout le monde, et c'est un scénario qui demande du temps, plus peut-être de temps que ce que moi je lui ai attribué. Étant un MJ rapide, et surtout en fait ayant laissé de côté le scénario pendant quasiment 6 mois, je voulais vraiment terminer l'histoire, donc j'ai peut-être été un peu vite en besogne, c'est vous qui jugerez, évidemment libre à vous de procéder différemment. La meilleure façon de procéder, donc le jeu se passe durant 3 jours. Vous arrivez de la nuit du 22 au 23 au milieu de l'Alabama. Vous êtes tous, donc les personnages sont des pré-tirés, qu'on appelle les chercheurs, qui sont pas des agents, qui sont même pas au fait de la conspiration de Majective 12. Ils ne savent que leur petit bout, à savoir qu'ils ont une accréditation. Cette accréditation s'appelle Pluto, ce qui leur permet d'observer, d'analyser tous les artefacts extraterrestres. L'essentiel des personnages que vous incarnez sont soit des militaires de l'US Air Force, donc Majective 12 dépend plus ou moins uniquement, enfin utilise comme façade l'US Air Force, soit sont des chercheurs affiliés au gouvernement, mais qui sont là en qualité de consultants indépendants, travaillant tous dans une base secrète, alors je sais plus, j'ai plus l'état, mais c'est pas en Alabama, et c'est pas la zone 51 non plus. Donc vous êtes dépêchés, vous et vos potes, pour aller au milieu de l'Alabama 3 jours avant Noël. Et donc dans la nuit du 22 au 23, vous arrivez sur place, il y a un QG qui a été monté dans une zone où tout est enneigé. Sur une zone de 4 km autour d'une petite ville qui s'appelle Willis, vous avez tout est congelé, tout ce qui semble les êtres humains, les insectes, les animaux, donc il n'y a pas âme qui vivent, et vous, on vous déporte en fait à l'intérieur de cette zone, donc la zone est protégée par des militaires de l'armée régulière qui sont utilisés comme couverture simplement par l'opération Cour.
Et il y a un QG qui a été installé avec 6 ou 7, enfin je sais plus, 6 hélicoptères qui appartiennent à l'opération Blue Fly, donc des parachutistes. Vous avez pas mal de, enfin une sorte des casernes, des tentes, pas mal de choses qui ont été montées à la va-vite, ainsi que plusieurs morgues, 3 morgues et un laboratoire. Et donc vous vous rendez pour un espèce de QG dans l'un des préfabriqués. Vous êtes introduit par l'agent Harris, qui est le chef de l'opération, qui dit faire partie de la FOSI. Donc la FOSI, c'est l'équivalent du NCIS. Donc le NCIS, c'est pour la marine. Et la FOSI, donc en gros, c'est la sécurité c'est l'enquête, c'est les enquêtes internes pour au sein, en fait, c'est la police, grosso modo, interne de l'US Air Force. Et il vous dit que, en gros, hier, ils ont détecté vers 1h30 du matin une sorte de pic, un pic qui a eu plusieurs éléments, enfin qui s'est retrouvé au niveau de la météorologie, au niveau des radiations, et des différents capteurs qui sont utilisés, à la fois capteurs standards, donc météorologiques, mais aussi des capteurs un peu extraterrestres de Majestic 12, qui peuvent capter des types d'ondes qu'on peut pas normalement, avec la technologie à l'heure actuelle, détecter. Et donc ce qu'il dit, c'est que très vite, ils sont intervenus, il y a une alerte qui a été lancée, ils ont mis un périmètre de sécurité prétextant une histoire un peu bidon pour empêcher les gens d'entrer dans la zone, à savoir qu'il y avait eu un problème radioactif dans la zone. Et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes dans la petite bourgade de Willis, qui est un lieu-dit au milieu, donc près de 40 personnes, tout le monde a été congelé. Et donc ils ont tous été ramenés. La FOSI est arrivée, le Jean Harris est arrivé avec ses hommes, parce qu'il a en fait une dizaine de mecs qui sont des gens de sécurité avec lui, ils ont été récupérés tous les corps, les ont mis dans la morgue, et ils disent, voilà, maintenant, on a les données, on a les corps, et c'est à vous de vous démerder pour trouver ce qui se passe. Donc, techniquement, les joueurs sont sous la direction d'un autre médecin, qui est leur chef d'équipe, de l'équipe recherche, mais ils sont assez libres de ce qu'ils font. Il y a donc, en tout, il y a 4 équipes. Il y a l'équipe de Harris, qui est la supervision, qui a en fait une accréditation Garnet qui lui permet de superviser tout. Il y a les joueurs qui ont l'accréditation Pluto, qui leur permet d'investiguer et analyser tous les éléments qui ont été rapportés par Harris et ses hommes. Il y a les Blue Fly, donc les Blue Fly, ce sont des militaires, des parachutistes, comme je dis, qui sont juste là pour le transport de troupes, normalement, et aider les joueurs. Et enfin, il y a ceux dont on parle pas trop, qui sont les gens les 88 personnes, qui ont fait un périmètre tout autour de la zone pour empêcher en fait des badauds de rentrer ici. Et donc le scénario se déroule comme ça. Vous avez 3 jours. En gros, le scénario se finit à Noël, le 25. Vous avez 3 jours pour, à chaque fois, identifier en tant que chercheur des éléments de recherche. Donc ça, le scénario vous le dit. Et par exemple, si vous étudiez les cadavres, autopsier les cadavres, ça vous prend 8 heures. Sachant que vous arrivez à 23 heures. Donc il y a aussi toutes les règles de fatigue qui sont très importantes à prendre en jeu. Vous avez les corps à autopsier, vous avez les relevés topographiques à étudier, vous avez aussi les prises simplement à l'extérieur, en fait, tout autour de la base, pour savoir un peu ce qu'il y a dans l'air. Et donc, c'est là la grosse difficulté du scénario, à mon avis. Même, je suis pas mauvais en anglais, je me démerde. Mais il y a beaucoup, c'est comme dans Star Trek, il y a beaucoup de termes incongrus, qu'on vous balance un peu la tronche, scientifiques qui sont... Disons que moi je suis très fâché avec la physique, c'est vraiment pas mon dada. Donc c'est vraiment très compliqué parce qu'on parle, on parle de radiation, on parle d'éléments météorologiques. Donc le scénario vous les décrit à chaque fois, il n'y a pas de souci, il fait le boulot pour vous. Mais transmettre ça à vos joueurs, donner les aides de jeu, c'est très fatigant. Il y a beaucoup de choses. Et ça c'est d'emblée ce qui se passe. Donc vous faites vos analyses et il commence à se passer des trucs bizarres. Un des premiers trucs bizarres, c'est que l'un des joueurs qui fait l'autopsie commence à manger, en fait, enfin, est pris d'une compulsion, en dormant, moi, il a un rêve éveillé, et il commence à dévorer l'un des corps. Et ça aboutit, donc, dans la grande tradition des scénars de l'appel de Cthulhu, il a un rêve, pendant ce temps-là, où il voit un temps ancien, avec des silhouettes étranges, dans le ciel, il y a des yeux verts, médisants et cruels, au sol, il y a plein de serpents sanguignolants, et les serpents se massent tout autour d'une sorte de colline sur laquelle le rêveur sent qu'il doit aller, même s'il sait qu'il va souffrir. Et quand il est sur la colline, il souffre, mais il voit que les serpents aspirent littéralement le ciel et les éléments néfastes qu'il y a dans les cieux. Donc évidemment, dans le monde réel, normalement il va pas être tout seul, parce que plus vous avez de gens à bosser sur une piste, plus vous allez avoir... vous allez
accomplir la tâche rapidement et donc avoir les résultats. Donc généralement vous mettez à 2 ou 3. Donc forcément quand j'ai un de mes joueurs qui commence à essayer de dévorer un cadavre, qu'il y a l'autre joueur à côté de lui qui commence à paniquer, il appelle, il frappe à la porte parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit, c'est que Harris donc, met 2 personnes dédiées à la sécurité à suivre les joueurs, et donc c'est des mecs avec des fusils mitrailleurs qui font attention, lunettes noires, vous imaginez un peu le type si vous avez vu X-Files, et donc potentiellement le gars arrive, plaque votre joueur au sol, et ça dit mais qu'est-ce qui se passe, donc il faut essayer de négocier le jeu. Et ça commence comme ça, donc et les joueurs s'aperçoivent qui étudient tous les éléments, qu'effectivement, hier soir, à 1h44 très précise, il y a eu une sorte de pic qu'on appellera les incursions, qui a eu lieu, qui a été extrêmement violente, et qui a conclu au gel systématique de toute la région, ce qu'ils appellent les cold snaps, et ce que les habitants de la région surnomment les Jack Frost. Donc vous avez aussi l'occasion de discuter avec des gens qui ont voulu rentrer dans la zone après, qui sont pour l'instant mis en cellule pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, s'ils ont des idées. Et donc évidemment c'est des trucs super glauques parce que c'est le mec qui revient, dont la femme était enceinte, elle l'a pas rappelé, il y a une grand-mère aussi qui peut vous tirer les verres du nez. Et à chaque fois, quand vous dites bon c'est bon, j'ai fini avec le témoin, les agents de la sécurité disent ok, on va les laisser repartir. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que donc vous avez techniquement 4 joueurs qui sont des chercheurs, mais il y a aussi 2 autres joueurs qui sont des membres de l'équipe Blue Team rattachés au transport des troupes. Donc c'est là le premier truc qui est un peu tricky, c'est que vous avez donc 4 joueurs qui vont vraiment bosser à fond les ballons, mais vous avez 2 joueurs qui vont devoir, au tout début en tout cas, un peu manœuvrer et louvoyer en sous-main, parce que techniquement, je vous rappelle, l'équipe Blue Fly n'est pas censée savoir ce que fait l'équipe Pluto, et l'équipe Garnet, donc Harris et ses hommes, sont censés tout savoir. Donc il y a vraiment une compartimentalisation de chacune des équipes. Donc ça, c'est un peu le premier point qui est vachement tricky, je trouve, avec le scénario. Sachant que on s'aperçoit aussi que les gens de l'équipe Blue Fly ont 2 hélicoptères qui sont sous surveillance 24h/24, dont personne ne s'approche, qui sont sous bâche. Et ils sont pas utilisés comme les autres hélicoptères. Donc ça, c'est le début du scénario. Et ce qui se passe, c'est que, alors que vous êtes en train de bosser à 1h30 du matin, il y a une sorte de hurlement qui se produit. Les gens sortent, se réveillent en hurlant, et s'aperçoivent que le lendemain, en fait, durant la nuit, toutes les personnes qui étaient à l'extérieur, dans le radius de 4 km, donc c'est essentiellement les bidasses qui sont sur le périmètre, ont la peau complètement gelée. Et ils ne peuvent plus aller dans les zones. S'ils sortent du périmètre des 4 km autour de Willis, ils tombent dans les vapes et ils font des insolations. S'ils rentrent dans les bâtiments qui sont chauffés, ils font des insolations aussi. Par contre, à l'extérieur, ils sont assez chill. Et donc, ça devient une nouvelle possibilité d'enquête. Vous analysez les types, vous apercevez qu'en fait, ils perdent de la température. Ils ont une température qui est très très basse. Donc, c'est vraiment très très curieux et c'est évidemment très surnaturel. Sachant que à tout moment, étant de Majestic 12, Harris, ses hommes et la majorité de vos joueurs, parce que vous avez un joueur qui est la personne qui a créé le protocole Sonnet. Et le protocole Sonnet, c'est si vous jouez à Poker Night, hein, c'est la principale cause en fait du scénario, j'en dirai pas plus. Mais en gros, la technologie extraterrestre est déjà présente. Donc ils disent ok, c'est bon, c'est un truc alien. Donc votre job, c'est d'étudier, analyser et stopper la menace. Bon, grand classique à Delta Green. Sauf que évidemment, vous l'avez deviné, ce n'est pas alien, pas dans le sens X-Files, mais c'est bien du surnaturel qu'il est question, puisque au fur et à mesure, en fait, vos joueurs vont commencer à étudier notamment le rêve de leurs camarades. Ils vont commencer à étudier les éléments en fait présents dans le rêve. Ils vont aller à Harris aussi, parce que en fait, ils vont avoir, en communiquant, ils vont pouvoir communiquer avec un des shérifs locaux qui est du coin, parce que Harris est Willis est toute une petite ville. Et l'assistant du shérif leur dit ah vous savez il y a le vieux Howie, il était arrivé il y a 15 jours dans l'église du petit bout, elle a dit il faut que vous partiez, il est trop tard, on va tous mourir, grosso modo c'est l'apocalypse arrive, c'est fini. Donc ils s'aperçoivent qu'il y avait déjà un mec qui avait essayé de prévenir tout le monde dans la ville qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Quand vous allez sur place, donc physiquement dans la ville, vous apercevez que au niveau des archives de la ville, grand classique de Cthulhu, il y a eu déjà différents événements de Cold Snap, donc Jack Frost n'est pas là pour la première fois, et quand vous allez dans la caravane de Howie, c'est là où qui est un espèce de fou qui vit dans sa caravane dans la forêt, là vous apercevez qu'il a collectionné tous
les éléments liés à une sorte de mysticisme, où on disait qu'avant il y avait des Indiens qui vivaient ici, qui avaient créé des tumulus tout autour du lac, parce qu'il y a un lac en fait juste à côté de Willis, que son grand-père à lui, durant la Seconde Guerre mondiale, s'était foutu une balle à la tête, parce il avait des visions sans arrêt, et les visions, bizarrement, qui sont dessinées très très mal sur le mur de la caravane, coïncident un petit peu avec le rêve de votre chercheur. Donc, pendant ce temps-là, vos autres joueurs qui, eux, ont tout leur compteur Geiger, leur SR Box, donc qui sont des trucs pour détecter la spectrométrie et compagnie, s'aperçoivent que, effectivement, l'incursion à 1h30 du matin balance des ondes extrêmement fortes, et il semble qu'il y a une concentration d'ondes particulières, un peu étrange, au centre du lac. Et à ce moment-là, donc ça fait déjà plus d'une journée que vous êtes là, parce que normalement, ça vous prend 8 heures d'analyser Willis, vous commencez à comprendre des trucs, c'est que l'incursion va encore avoir lieu, que probablement la prochaine fois sera encore pire, et qu'il faut trouver un moyen d'endiguer tout ça. Et c'est là où ça part complètement en sucette. Donc vous revenez donc dans la deuxième nuit, incursion à nouveau, et durant cette incursion-là, les animaux et les bébés qui sont présents dans les morgues commencent à se réveiller, en fait ils sont morts, s'animent et commencent à essayer de dévorer et attaquer les êtres humains vivants. Donc évidemment, là, on parle d'animaux qui sont végétariens, par exemple, ou de rats musqués, des toutes petites choses, évidemment les bébés ont même pas de dents. Donc très vite, ils sont neutralisés par les membres de la Faucille et les mecs de Blue Team, mais Harris commence à péter un câble, Harris se prend la tête avec Bissell, donc qui est votre superviseur, Harris se prend la tête avec le chef de la section Blue Team et dit « on va utiliser Purgatory ». Vous savez pas ce que c'est. Donc il y a des nouvelles enquêtes à faire en interne, mais l'idée c'est que la paranoïa va galopante, et quand les morts commencent à se réveiller, et là je parle bien des bébés et des petits animaux, quand les morts commencent à se réveiller, Harris commence à devenir plus paranoïaque, et commence à ordonner en fait qu'on bute au fur et à mesure tout le monde. Toutes les personnes qui sont des liability, comme ils disent en anglais, donc des gens qui pourraient être un problème. Et c'est là où ça devient très drôle, parce qu'il va commencer par buter Bissell, donc votre chef, il va commencer parce qu'ils ont jamais pu se blairer, il va tuer évidemment les témoins que vous avez interrogés dans les caravanes, il va commencer à essayer de choper des mecs de l'équipe Blue Team au fur et à mesure et les buter, parce que ce qui se passe, c'est que lui il croit qu'en fait l'une des personnes qui est dans son équipe, Blue Team, Moonblast, mais pas Garnet, il pense que c'est Delta Green en fait qui est présent. Donc c'est marrant parce qu'en fait à un moment dans le scénario, si vous le jouez bien, vous avez Harris qui va péter un moment de paranoïa, qui va dire mais je suis sûr que c'est Delta Green qui vous envoie, je sais tout sur vous. Donc c'est très très marrant parce que c'est ce moment-là où en fait les joueurs ils avaient jamais joué Delta Green, donc c'est très marrant parce que c'était en physique. En fait, ils se sont réalisés qu'ils savaient pas ce que c'était Delta Green, ils pensaient qu'on jouait des gentils, et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'autre camp, quoi. Donc, ça devient très très risqué, parce que vous êtes toujours deux mecs de sécurité qui vous suivent. Évidemment, le grand truc du jeu, ça va être qu'à un moment, à la classique appel de Cthulhu, les gens vont se dire, bon, on sait qu'a priori, il y a un moyen prophétique, quelque part, peut-être dans le lac, qui nous permettrait d'endiguer les incursions, même si on sait pas ce que c'est exactement. Donc, il faut retourner sur place, il faut aller nager dans le lac. Évidemment, il y a un des joueurs qui a des compétences en scuba diving. Et là, vous trouvez, donc c'est horrible parce qu'il y a des poissons morts-vivants en fait, qui essaient de vous bouffer. Si vous y allez de nuit ou tant que l'incursion est pas... Parce que les morts-vivants ont une sorte de durée de vie limitée que vous pouvez déterminer durant l'autopsie. D'ailleurs, quand vous commencez à autopsier des bébés morts-vivants, c'est quand même assez hardcore. Et au fond du lac, vous trouvez qu'il y a une sorte de sanctuaire, on sait pas trop. Il faut l'héliporter par les mecs de Blue Flag. C'est là où c'est un peu mal foutu. En gros, ils vous disent, si vous pouvez le faire, vous pouvez demander à faire un... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros un système puisqu'il n'y a pas de sortie pour le lac. En fait, le lac a été inondé par un barrage il y a plus d'un siècle, donc c'est pour ça qu'en fait personne ne le trouvait. On pouvait demander à un contracteur externe de faire sortir le sanctuaire en gros, d'isoler l'artefact qui est au fond du lac, et après petit à petit retirer l'eau avec des pompes. Mais on vous dit ça prend 48 heures. Sachant que le jeu se finit à Noël, vous n'avez pas trop le temps, donc moi j'ai choisi pour l'option plus simple, à savoir que en gros, ils réquisitionnent deux ou trois hélicoptères Blue Team, je sais pas, et puis les Blue Flag, et ils sortent avec ça le sanctuaire dans la ville de Harris. De la ville de je vais y arriver. Évidemment, c'est là où ça part en sucette encore plus, parce que les mecs qui vous accompagnent, qui sont pas donc de la Faucille, mais vous l'avez deviné, du NRO, donc c'est les assassins en fait de Majestic 12, quand ils voient que vous sortez un artefact extraterrestre
d'un lac se disent ok, en fait ils sont complètement fous, ou ils sont contrôlés par la machine, en tout cas ils participent à l'expansion du vecteur, et donc ils commencent à essayer de vous buter. Donc là ça a été un cauchemar, en fait ils ont commencé à tirer sur tout le monde, ça c'est très très mal fait, il y a eu du sang partout, il y avait 2 PJ qui étaient en état de choc, dont le pilote, donc pour repartir c'était rock'n'roll. Et c'est là où les joueurs ont un peu déterminé, ont compris le truc, c'est-à-dire qu'ils ont dit bon bah en fait il faut, c'est la grande subtilité du jeu, c'est que on vous assène pendant 2 tiers du scénar avec des analyses scientifiques, rationnelles, et en fait c'est pas du tout ça évidemment qu'il faut faire. Il faut se pencher sur le mysticisme, l'anthropologie, ce que veut dire les rêves, ce qu'ont fait les Indiens avant, les différents livres, les archives de la ville, pour déterminer qu'en fait l'artefact en fait une sorte de chaise sacrificielle sur laquelle on peut s'asseoir et concrètement émettre des radiations qui vont expurger l'incursion. Et vous avez donc comment dire, mes joueurs ont eu ils ont senti le coup venir, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit bon ils ont trouvé une espèce d'excuse bullshit, alors c'était très très compliqué, mais pour revenir sur place en évitant Harris ou quoi que ce soit, s'apercevoir que effectivement les 2 autres hélicoptères à être utilisés, donc les 2 autres hélicoptères qui étaient sous bâche, avaient des armes qu'on appelle le Purgatory, qui est encore une fois une arme extraterrestre, qui ne fait pas de bruit, et qui envoie des ondes qui fait exploser tout dans un rayon de 10 mètres, je crois. Donc l'idée c'est de dire, ah bah c'est pas grave. Donc Harry se dit, t'inquiète, on a la technologie, donc au pire, on active le projet Purgatory, et on flingue tout le monde, y compris les sources d'incursion. Parce que ce que les joueurs avaient deviné, c'est que se disent, bah vu que chaque nuit, l'incursion est de pire en pire, il est sûr que durant la 3e nuit, ça va être un cauchemar. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont barricadés comme ils ont pu le plus loin possible pour éviter de se faire attaquer par en fait ce qui arrivait durant la 3e nuit, qui était en fait la pire incursion, où cette fois c'est les gros animaux, et vous l'avez deviné, les êtres humains, qui sont qui sont autopsiés en fait, qui sortent, qui sont muets en fait d'une force incommensurable et qui commencent à attaquer et potentiellement dévorer les humains. Et quand ils arrivent à consumer la chair humaine, ils deviennent encore plus balèzes, et là c'est un cauchemar. Donc, alors j'ai plus exactement souvenir ce qui s'est passé, mais il me semble que les joueurs ont été assez fins en fait, et ils ont dit bon bah tant pis, je crois qu'ils sont même pas revenus à la base en fait, parce qu'ils se sont dit si on revient à la base on va faire tuer par Harris. Donc ils sont restés planqués dans la ville de Willis avec de la nourriture, du rationnement, etc. pour essayer de se préparer. Il y a un autre truc qui a été extrêmement intelligent, dont je reparlerai plus tard, qui a été proposé par un joueur durant la première séance, dont je vais reparler, et donc au moment de la 3e, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu avant la 3e incursion, ils ont mis un de leurs joueurs qui s'est sacrifié sur la chaise. Alors par contre, ils avaient eu l'idée avant, c'est de faire un peu du MacGyverisme. Ce qui est proposé dans le bouquin, c'est que vous pouvez mettre la science au service justement du surnaturel, parce que l'idée c'est qu'ils comprenaient bien que la chaise pouvait drainer l'énergie de quelqu'un, mais qu'avec des batteries, avec des cages de Faraday, ou des éléments qu'ils pouvaient bricoler eux-mêmes, ils pouvaient réduire au moins la partie de sacrifice. Et évidemment, le meilleur truc, ils avaient essayé, ils y ont pensé un moment, ils se disent, pourquoi s'emmerder, autant prendre quelqu'un qu'on n'aime pas pour le sacrifier. Donc ils ont évité d'aller choper Harris, le ramener et le foutre sur la chaise, mais c'était trop compliqué parce qu'il fallait revenir dans la base, il restait qu'il avait une protection militaire, parce qu'ils sont quand même 10, les agents de NRO, donc, et donc ça s'est fini, où en gros, j'ai un joueur qui s'est mis sur la chaise, durant la 3e incursion, sauf que, diabolique que j'étais, évidemment, je ne l'aurais pas dit, que le cœur du scénario, c'est qu'en fait Wendigo, donc le dieu ancien, se réveille, d'où le cannibalisme, d'où les créatures de froid, et quand vous êtes juste en dessous de Wendigo, en général, votre santé mentale, elles font comme neige au soleil, ce qui fait que, hélas, ils ont dû faire le fameux jet de santé mentale décent des 20. J'ai 2 personnages qui ont perdu plus de 70 points de santé mentale, donc c'était fini pour eux. Et les autres, il y en a un, il a perdu 2 points de santé mentale, donc il était cool. Ils ont réussi, donc le personne qui était dans la chaise a réussi à survivre, ce qui a permis d'expulser Wendigo. Les Wendiwak, donc l'espèce de cannibaux morts-vivants, ont commencé un peu à disparaître à droite à gauche. Et ça s'est fini, ou en gros, un peu à la Resident Evil, ils ont pris l'hélicoptère pour ressortir sur le premier champ hors de la zone de Willis, en voyant derrière eux, il y avait des hélicoptères en feu ou en fumée. A priori, l'opération Purgatory n'avait pas très bien marché. Puisque vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser Purgatory pour essayer de dézinguer Wendigo, mais bonne chance que vous avez des malus de malade mental, et en plus, vous avez potentiellement le jet de santé mentale à descend à faire. Et ça s'est fini, j'aime beaucoup, ils sont dans un champ,
il y a leur téléphone qui se reconnecte, et en gros, je leur dis, bah, on est le 25 décembre, joyeux Noël, quoi. Et c'est ce qu'ils disent dans le scénar pour finir, ils disent, bah voilà, vous avez survécu, joyeux Noël. Donc c'est vraiment un scénario qui est très bizarre. Donc comme je disais, qui a la chance donc moi j'ai eu deux fous, en gros j'ai eu deux fous et deux personnes extrêmement blessées, mais c'est pas si mal passé parce qu'en fait il y avait le côté, bon évidemment, joueur chevronné l'appel de Toulouse qui fait que votre cerveau fait bip, mais j'ai eu des choses vraiment pertinentes, notamment une joueuse qui avait jamais joué à Delta Green avant, elle fait très peu de jeux de rôle, elle dit bah tout bêtement, si on sait que l'incursion agit sur un radius de 4 km, pourquoi est-ce qu'on force pas en fait à faire on force pas Harris à déplacer le QG tout connement en fait hors de la zone, ce qui fait qu'en fait vous êtes beaucoup mieux parce que quand les morts se réveillent, ils sont beaucoup moins violents, ou en tout cas vous n'avez pas les morts dans vos techniquement, peut-être que les morts dans l'autopsie ne se réveillent pas parce que vous êtes hors de la portée en fait du sortilège en gros de la complainte de Wendigo. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont proposées dans le scénar, mais ce qu'il faut pas oublier c'est que quand vous lisez le scénar, il y a un découpage en jours. Et donc il y a forcément des choses que vous allez vouloir faire le premier jour que le scénar ne vous proposera qu'au deuxième jour, ou vice-versa. C'est fait que, par exemple, moi, ils sont allés que très tardivement à Willis, où il y a concrètement le cœur du scénar. Par contre, la proposition de déplacer le QG hors de la zone de danger est intervenue très très tôt, en fait. Ce qui fait que, bah, à ce moment-là, Harris peut être plus susceptible d'accepter votre quête qu'à la fin, quand il y a des morts qui marchent, et que, clairement, la priorité n'est pas là. Donc, le scénar est encore une fois demande beaucoup de préparation. Je vais pas vous le mentir, en tant que MJ, c'est du boulot. C'est des pré-tirés, c'est tous des scientifiques qui sont hyper spécialisés dans ce qu'ils font. À côté, vous avez les militaires, qui sont censés être l'équipe B que vous jouez à côté pour se faire massacrer, on va pas se mentir, soit par Harris et ses hommes, soit par les Wendigoa qui arrivent, parce qu'en plus quand ils arrivent, c'est de nuit, à 1h du matin, techniquement vous avez peut-être même plus de courant, et en plus, ils ont pas de chaleur, ils génèrent pas de chaleur corporelle. Donc bonne chance pour vous démerder avec des trucs à moitié invincibles. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, quand ils ont une capacité, ils peuvent hurler une fois par jour, et si vous ratez votre jet, vous avez automatiquement une crise de santé mentale. Donc c'est super. Non, le mec il est pas allé au du dos de la cuillère, et l'idée c'est que vraiment à la fin, si vous êtes dans la base, tout vous arrive sur la tronche, donc là, les joueurs ont été très très pertinents et très intelligents de rester à Harris à la fin en se disant, enfin de Willis, je vais y arriver, parce qu'ils disent si jamais on revient, c'est fini pour nous, on va se faire flinguer par Harris ou par toutes les choses qui sortent des bois. Alors que là, au moins, près de la chaise, et du lac, on a au moins une chance de survie d'arrêter tout ce front. Donc ça reste comme dit beaucoup de gens en fait sur internet, j'ai vu ça sur le Reddit de Delta Green, c'est peut-être pas le meilleur scénario de Delta Green, on va pas se mentir, parce qu'en gros, l'idée, c'est, enfin le coup de prestidigitation qui est fait, c'est qu'on vous vend un scénario scientifique, mais en fait c'est très classique. Enfin, c'est trouve-moi l'artefact, utilise l'artefact, tout est très mortel évidemment. Mais ce qui est vraiment fort, c'est la mise en scène, c'est que c'est probablement l'une des expériences de jeu, donc pour les joueurs évidemment, enfin de ce qu'ils m'en ont dit, et pour moi en tant que maître du jeu, les plus originales en fait, que j'ai eu pour Delta Green et pour Cthulhu en général, parce que on n'est pas du tout on est dans une position de supériorité intellectuelle par rapport à beaucoup de choses, on est dans une position de supériorité technologique par rapport au fameux Delta Green, démerdez-vous, allez voir sur place et payez avec la carte bancaire de votre femme pour qu'elle pète un plomb quand elle va voir le déficit de 15 000 $ sur votre compte commun. Mais d'un autre côté, le fait d'être très rationnel vous rend en fait beaucoup plus coincé en fait par rapport à tout ce qui peut se passer, d'autant plus qu'évidemment, petit malin que j'étais, tous les joueurs qui étaient avec moi n'avaient jamais joué à Delta Green. Donc j'en ai profité pour justement vendre ça au début comme de l'appel de Cthulhu, mais avec une telle insistance sur le jargon militaire, sur le jargon technologique, que les joueurs n'y voient plus que du feu, et que quand ils commencent à réaliser « Ah, mais en fait, c'est un Cthulhu classique », il est un peu trop tard, quoi, parce qu'il y a déjà des zombies, des Wendigo qui se baladent partout, qui sont prêts à vous croquer. Donc c'est un chouette, c'est vraiment une expérience unique, très très bien foutue, qui demande la préparation. Je vous implore, ne faites pas comme moi, faites-le en 3 sessions. Vous faites une session par jour, simplement. Faites-le, moi je l'ai fait parce que j'avais 6 mois de décalage, mais normalement, essayez de le faire assez rapidement pour conserver un peu la mise en route. Et je terminerai, il y a un point qui est très très rigolo. C'est que, donc à un moment, il y a un joueur qui avait compris, qui avait entendu Harris dire « Ouais, c'est Delta Green, on a un infiltré », et ils se sont dit « Ah, mais attends, on peut peut-être se faire sauver par... s'il y a des espions,
S'il y a des gens qui sont intéressés pour contrebalancer Harris et le NRO, on peut peut-être se faire sauver, et ils pourront nous sauver. Et en fait, dans son arc, parce que tout est écrit, hein, donc dans son pré-tiré, il y avait, c'était marqué, ouais, vous avez un deal, quelqu'un vous attend avec un mot de passe quand vous aurez un artefact extraterrestre à lui vendre. Et il arrive, donc il prend un bébé, c'est atroce, il prend un bébé congelé, il le met dans un Wendigo Whack, en fait, un zombie machin, mort, il le fout dans la caisse, il sort, il avait rendez-vous, donc donc il doit sortir du camp, pas se faire repérer. Il arrive au milieu de la deuxième nuit, près de la sortie vers le sud-ouest du périmètre, et il y a un type qui arrive, il se dit « Ah, c'est super, c'est un mec de Green », et arrive un clochard avec une casquette des Yankees, mal fagoté, des chaussures trouées, et il a juste un gros sac, et il a une cartouche, il a une cartouche égyptienne tatouée sur le front, et le joueur est là, il dit « Ouais, vous allez nous sauver, vous êtes Delta Green », et le gars, il demande juste le mot de passe, donc il lui file le mot de passe, le gars prend la glacière, il lui jette son sac, et il se barre, et le joueur commence à ouvrir le sac, et la description est géniale, on vous dit, bah, il y a 3 paires de chaussettes, qui sont pas de même couleur. Il y a une boîte de conserve Campbell's Soup qui a été ouverte depuis 70 ans. Il y a un ouvre-boîte. Il y a des cigarettes mouillées. Puis tu trouves une liasse de billets. Et une deuxième. Et une troisième. Et une quatrième. Et en fait, t'as, je sais plus, 2 millions de dollars intraçables. Et c'est évident que quand votre joueur trouve ça au milieu des bois de nuit, alors qu'il sait qu'il y a un truc atroce qui se passe à côté, que potentiellement il va se faire buter par les NRO et que par la menace de l'incursion, c'est un grand moment de Delta Green, on va pas se mentir, c'est quand même très bien foutu. Et donc voilà, je vous recommande fortement Jack Frost si vous avez la patience, la tempérance et les joueurs appropriés pour jouer ça, donc des joueurs qui justement pourraient rentrer dans le scénario sans se dire « Ah, tout machin, j'ai Delta Green, j'ai des agents gouvernementaux, sans aucune conscience pour tout péter », mais justement leur dire « Bah, je vous propose juste un scénario un peu surnaturel, à la X-Files ou assimilé, pour voir à quel point ça part très très vite en sucette, parce que le final est vraiment apocalyptique, pour peu que vous ayez le Purgatory qui se balade et qui tire à tout va, je vous rappelle, c'est une arme que vous pouvez pas entendre. Pour peu que vous ayez Wendigo évidemment au centre du lac, qu'il y ait des Wendigo Gowak, donc l'espèce de morts-vivants glaciers qui sont au milieu de la zone, ça va être une franche moment de rigolade, et c'est pour ça que vous avez 2 persos, en fait. Vous avez vraiment les scientifiques, et à côté vous avez des militaires, et toute une équipe de pré-tirés militaires, qui sont moins évidemment imposants, mais qui sont là pour justement faire jouer la terreur purement militaire à vos joueurs, et rendre vos personnages utiles, parce que sinon les scientifiques ils vont un peu se faire chier durant en fait toute la cacophonie qui risque de se répercuter sur la base de Magic 12, évidemment tout aux environs de Willis. Et rappelez-vous, dans tous les cas, la fuite est toujours une option. Mais la fuite implique de éviter les agents d'Harris, éviter des Wendigo Whack qui se battent dans les bois, qui eux ont 90% en chasse. Donc bon, ils sont un peu moins rapides que vous, mais quand même. Et ouais, voilà, tous les cas de figure sont très rock'n'roll et ça peut très très mal se finir, comme ça peut plutôt pas mal se finir. Ça dépend des joueurs, ça dépend de vous, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, ouais, c'était une sacrée expérience. Et sur ce, bah, je vous souhaite un excellent Noël. Allez, salut!